Cette voix au téléphone n'était pas humaine. Je pouvais entendre que la ligne était ouverte. Il y avait un bruit de fond, comme du vent ou une respiration lourde, mais personne ne parlait. « Allô? Il y a quelqu'un? Vous avez besoin d'aide ?» j'ai demandé, élevant légèrement la voix. Puis, j'ai entendu la voix. C'était celle d'un enfant, du moins ça ressemblait à un enfant, mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans le ton. C'était monotone, sans émotion, comme s'il lisait un script. Au secours, j'ai besoin d'aide. Je suis dans la rue Paul Bert, numéro 89, 4e étage. S'il vous plaît, venez. Quelle est l'urgence, mon petit? J'ai demandé, notant déjà l'adresse. La rue Paul Bert 89 était à environ 10 minutes du commissariat. Tu es blessé? Il y a quelqu'un d'autre avec toi? Où sont tes parents? J'ai besoin d'aide, a dit la voix, toujours avec ce ton artificiel. 4e étage, numéro 89. Et puis, juste avant que la ligne ne se coupe, j'ai entendu autre chose en arrière-plan. Un son qui m'a glacé le sang. Des pleurs. Plusieurs voix pleurant ensemble, aiguës et désespérées. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ces pleurs, quelque chose qui ne sonnait pas vraiment humain. La ligne s'est coupée. J'ai essayé de rappeler le numéro, mais il n'y avait pas de tonalité, juste un silence mort. J'ai vérifié le système de traçage des appels. Le numéro apparaissait comme inconnu, ce qui était étrange parce que même les appels de portable montrent généralement un identifiant. J'aurais dû ignorer mon instinct. J'aurais dû envoyer une patrouille pour vérifier et rester au commissariat. Mais quelque chose me poussait à y aller personnellement. Peut-être que c'était la curiosité, peut-être que c'était ce sixième sens policier me disant que c'était important. J'ai appelé par radio une des patrouilles pour les informer que j'allais vérifier un appel suspect rue Paul Bert 89 et que je reviendrais dans 40 minutes. J'ai pris la voiture de patrouille et conduit les 10 minutes jusqu'à l'adresse. La rue Paul Bert est dans le quartier de la Guillotière, un multiculturel avec beaucoup d'immeubles des années 70. À 1h du matin, elle était pratiquement déserte, juste quelques voitures parquées et des poubelles sur le trottoir. Le numéro 89 était un immeuble d'appartements de 8 étages en béton gris avec des balcons étroits. Le portail était fermé, mais quand j'ai essayé l'interphone du 4e étage, personne n'a répondu. J'ai essayé d'autres appartements jusqu'à ce que quelqu'un, à moitié endormi et irrité, ouvre le portail sans demander qui j'étais. J'ai monté les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Dans des situations potentiellement dangereuses, les escaliers vous donnent plus de contrôle, plus d'options d'évacuation. Les lumières de la cage d'escalier clignotaient occasionnellement, ces vieilles bulbes qui doivent être remplacées mais que personne ne se soucie de changer. L'immeuble sentait la cuisine espicée et l'humidité. Je suis arrivé au 4e étage. Il y avait 4 portes, 2 de chaque côté du palier, mais aucune n'avait de numéro visible. Je me suis arrêté, écoutant. Pas un son ne provenait d'aucun des appartements. J'ai frappé à la première porte, rien. À la deuxième, rien. À la troisième, une voix ensommeillée a crié en arabe quelque chose que je n'ai pas compris, mais clairement en colère d'être réveillé. J'étais devant la 4e porte, sur le point d'abandonner en pensant que c'était une mauvaise blague, quand la porte s'est ouverte. Elle ne s'est pas ouverte brusquement, ni lentement de manière dramatique. Elle s'est juste ouverte, comme si quelqu'un avait tourné la poignée de l'intérieur. Mais il n'y avait personne de visible de l'autre côté. « Allô ?» j'ai appelé, mettant instinctivement ma main sur mon arme de service, sans la sortir. « Police nationale, nous avons reçu un appel d'urgence de cet appartement. » La porte s'est ouverte plus grand, révélant un couloir sombre. Les lumières étaient éteintes, mais je pouvais vaguement voir l'entrée d'un appartement normal. Porte-manteau pour les vestes, étagère à chaussures, une petite table avec un vase. Tout semblait complètement ordinaire. J'ai sorti ma lampe torche et je suis entré, annonçant ma présence. « Police nationale, s'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide, identifiez-le. » Ma voix résonnait plus fort que je ne le voulais, se répercutant sur les murs de l'appartement vide. J'ai marché dans le couloir, éclairant chaque pièce au fur et à mesure. L'appartement n'était pas vide de personne, il était complètement inhabité. Pas de meubles, pas de rideaux, rien. Juste des pièces vides avec des murs nus et des sols en parquet poussiéreux, comme si personne n'y avait vécu depuis des années. Mais dans le salon, qui donnait sur la rue Paul Bert, il y avait quelque chose d'écrit sur le mur avec ce qui semblait être du charbon ou quelque chose de noir et sale. J'ai dirigé ma lampe torche sur les mots. Il disait « Tu n'aurais pas dû venir ici ». J'ai senti un frisson parcourir mon dos.
C'était clairement un piège d'une sorte. Mais pourquoi? Il n'y avait personne ici. Était-ce une blague élaborée? Mais alors, comment savait-il que je viendrais? Comment avait-il écrit ce message spécifiquement pour moi? C'est alors que j'ai entendu les pleurs. Les mêmes pleurs aigus et désespérés que j'avais entendus au téléphone. Mais maintenant, ils venaient de partout à la fois. Du plafond, des murs, du sol, m'entourant de toutes les directions. Ce n'étaient pas des pleurs enregistrés, ils étaient trop vivants, trop présents. Je me suis retourné en cercle, éclairant chaque coin de la pièce vide avec ma lampe torche. Il n'y avait personne. Les pleurs continuaient, devenant plus forts, plus frénétiques, et puis j'ai vu les ombres. Sur les murs éclairés par ma lampe torche, il y avait des ombres qui bougeaient. Pas mes ombres, des ombres de petites formes, comme des enfants courant en cercle. Mais quand je dirigeais la lampe directement sur elles, elles disparaissaient. J'ai reculé vers la porte, mon cœur battant violemment. Les pleurs atteignent un crescendo si fort que mes oreilles me faisaient mal. Et puis, soudainement, ils se sont arrêtés. Silence absolu, plus terrifiant que les pleurs. Je suis sorti de l'appartement en courant, j'ai descendu les escaliers 2 à 2, manquant de tomber dans ma hâte de sortir de l'immeuble. Je n'ai pas arrêté jusqu'à atteindre la voiture de patrouille. Une fois dans la voiture, porte verrouillée, ma respiration a commencé à se normaliser. J'ai regardé vers le haut, vers le 4e étage, à la fenêtre de l'appartement que je venais de quitter, qui était sombre et vide. Il y avait maintenant de la lumière, et dans cette lumière, je pouvais voir des petites silhouettes, comme des enfants, pressés contre la glace, me regardant. J'ai démarré la voiture et je me suis éloigné à toute vitesse. De retour au commissariat, j'ai écrit un rapport vague sur une vérification d'appels suspects, sans incident. Je n'ai pas mentionné les pleurs, ni les ombres, ni le message sur le mur. Qui me croirait? Le lendemain, pendant mon jour de congé, je suis retourné à l'immeuble, en plein jour, avec des gens marchant sur les trottoirs. J'ai parlé au gardien, un vieil homme nommé Karim qui travaillait là depuis 15 ans. Je l'ai interrogé sur l'appartement du 4e étage. « Ah, cet appartement », il a dit, son visage changeant. « Il est vide depuis 2012. Il y a eu une tragédie là-bas. Une famille de réfugiés syriens. 3 enfants. Ils sont morts dans un incendie pendant que les parents travaillaient de nuit. L'enquête a conclu à un accident. Un radiateur électrique défectueux. Les parents n'ont jamais pu s'en remettre. L'appartement n'a jamais pu être reloué depuis. Les gens qui le visitent disent qu'il y a quelque chose de mal là-bas. » Laissez un like si vous appréciez et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu quelque chose de paranormal? J'adorerais lire votre histoire. Mais ce n'était pas le seul appel troublant que j'ai reçu. En fait, quelques mois plus tard, en janvier 2018, j'en ai reçu un autre tout aussi terrifiant. Cette fois, je n'étais pas seul au commissariat. J'étais avec mon nouveau partenaire, Thomas, un jeune agent de 26 ans qui venait d'être transféré dans notre arrondissement depuis Marseille. Il était 3 heures du matin un dimanche. Lyon était sous une vague de froid avec des températures autour de moins 5 degrés. Thomas et moi étions dans la voiture de patrouille, faisant une ronde de routine dans l'arrondissement avec le chauffage à fond et buvant du café d'un thermos. La radio a grésillé. C'était le dispatcheur du commissariat central. « Unité 7-3, nous avons un appel d'un homme âgé dans la rue Barra, numéro 34, appartement 2A. Il dit qu'il entend quelqu'un marcher au-dessus de chez lui, mais l'appartement du dessus est vide depuis des mois. Pouvez-vous vérifier ?» Thomas a répondu « Unité 7-3 reçue, en route. » Nous n'étions qu'à 5 minutes de là. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Le 34 rue Barra était un vieil immeuble du 19e siècle dans le Vieux-Lyon, avec cette architecture lyonnaise classique de façade en pierre et de haut plafond. Quand nous sommes arrivés, le portail était ouvert, ce qui était déjà inhabituel à cette heure. Nous sommes montés au 2e étage, où un vieil homme nous attendait dans le couloir, tremblant avec une robe de chambre sur son pyjama. « Merci d'être venu si vite », a-t-il dit, sa voix tremblante. « Je suis Monsieur Dubois. J'entends des pas au-dessus depuis des heures, comme si quelqu'un marchait d'avant en arrière, encore et encore. Mais l'appartement du dessus est vide. Le propriétaire essaie de le vendre depuis 6 mois. Nous avons examiné son plafond, pas de marque, pas de fissure. « Vous êtes sûr que quelqu'un marche là-haut » a demandé Thomas doucement. « J'en suis certain » a insisté Monsieur Dubois. « J'entends aussi d'autres bruits, comme si on déplaçait des meubles. Mais il n'y a pas de meubles là-haut, l'appartement est complètement vide. » Nous avons vérifié le couloir, les escaliers, même monté sur le toit. Personne. L'immeuble était complètement silencieux, tous les autres résidents dormant.
Nous avons dit à Monsieur Dubois que ce seraient probablement les vieilles tuyauteries ou la dilatation du bois avec le froid, mais que nous resterions un moment pour nous assurer qu'il allait bien. Nous sommes restés dans son appartement, buvant du thé qu'il a insisté pour nous préparer. C'était un appartement douillet, plein de photos de famille et de souvenirs de toute une vie. Nous avons parlé avec lui de sa famille, ses petits-enfants, sa vie. Il semblait se calmer. Vers 4 heures du matin, nous étions sur le point de partir, quand Thomas s'est frigé. « Tu as entendu ça » a-t-il chuchoté. Moi aussi, je l'avais entendu. Des pas, directement au-dessus de nous. Des pas lourds, réguliers, marchant d'un bout à l'autre, de gauche à droite, encore et encore. Je me suis levé rapidement, faisant signe à Monsieur Dubois de rester en arrière. Thomas et moi nous sommes approchés de l'escalier. Les pas continuaient, plus fort maintenant. Nous sommes montés au 3e étage. La porte de l'appartement du dessus était fermée à clé, mais nous avions des outils pour forcer les serrures en cas d'urgence. J'ai forcé la serrure et ouvert la porte. L'appartement était complètement vide, exactement comme Monsieur Dubois l'avait dit. Pas de meubles, pas de rideaux, rien. Juste des pièces vides avec des planchers en bois ancien. Mais les pas continuaient. Nous pouvions les entendre clairement, marchant dans la pièce. Le bois du plancher grinçait sous le poids de quelque chose de lourd. Thomas a dirigé sa lampe vers le sol. Et c'est là que nous l'avons vu. Des empreintes de pas, dans la douceur du plancher. Des empreintes fraîches, comme si quelqu'un au pied-bar venait de marcher là. Mais il n'y avait personne. Nous avons regardé pétrifiés, alors que de nouvelles empreintes apparaissaient sous nos yeux, une après l'autre, marchant lentement à travers la pièce. Pas visibles, mais laissant ces empreintes dans la douceur, s'approchant de nous. Nous sommes sortis de là en courant. Ni Thomas ni moi n'avons parlé pendant le trajet retour au commissariat. Le lendemain, j'ai investigué l'histoire de l'immeuble. En 1943, pendant l'occupation allemande, un résistant français avait été traqué par la Gestapo jusqu'à cet appartement. Il s'était défendu aussi longtemps qu'il l'avait pu, avant d'être abattu. Les rapports historiques disaient qu'il avait continué à se battre même après avoir été mortellement blessé, marchant d'avant en arrière dans l'appartement pendant des heures, avant de finalement s'effondrer. Et en parlant d'appels inexplicables, je dois partager l'expérience que j'ai eue en mai 2019. Cette fois, dans un petit village de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On m'avait temporairement envoyé pour renforcer la gendarmerie locale à Chazelles-sur-Lyon, un petit village au sud-ouest de Lyon, parce qu'il manquait de personnel. C'était une nuit de samedi tranquille. Le village était presque désert, la plupart des gens chez eux. J'étais seul au petit poste de gendarmerie locale quand j'ai reçu un appel d'une femme qui semblait absolument terrifiée. « S'il vous plaît, aidez-moi » haletait-elle au téléphone. « Je suis sur la D2, près du kilomètre 15. Ma voiture est en panne. Il y a quelque chose dehors. Quelque chose me suit. »« Calmez-vous, madame, » j'ai dit, attrapant déjà les clés de la voiture de patrouille. « Pouvez-vous décrire ce qui vous suit ? C'est un animal ?»« Je ne sais pas ce que c'est. » Sa voix montait au bord de la panique. « C'est grand, plus de 2 mètres. Au début, je pensais que c'était un homme grand, mais il bougeait mal, comme si les articulations ne fonctionnaient pas correctement. Et les yeux, quand il m'a regardé, ses yeux brillaient comme ceux d'un chat, mais jaunes. » J'ai vérifié sa voiture. Le moteur était froid, comme s'il était arrêté depuis des heures. La femme, qui a dit s'appeler Céline, a expliqué qu'elle revenait tard de Lyon et que sa voiture avait commencé à avoir des problèmes. Quand elle s'est arrêtée sur le bas-de-côté pour appeler une dépanneuse, elle a vu la chose sortir de la forêt. « Depuis combien de temps attendez-vous ici ?»« Presque 3 heures, a dit-elle. J'ai appelé le 17 il y a 2 heures, mais on m'a dit que toutes les unités étaient occupées avec un accident sur l'autoroute. J'ai continué à appeler toutes les 15 minutes. » C'était étrange. J'étais au poste toute la nuit et je n'avais reçu aucun appel d'elle qu'à il y a 20 minutes. J'ai vérifié ma radio, elle fonctionnait parfaitement. J'ai décidé de jeter un œil dans la forêt. J'ai dit à Céline de rester dans ma voiture de patrouille et de verrouiller les portes. Je me suis enfoncé dans la forêt avec ma lampe torche, suivant ce qui semblait être des marques de quelque chose de grand qui était passé par là. Branches cassées, feuilles remuées. Environ 100 mètres dans la forêt, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Il y avait une petite clairière et au centre, il y avait des os. Beaucoup d'os. C'étaient des os d'animaux, principalement des cerfs et des sangliers par la taille, disposés dans un motif circulaire étrange. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait mangé là régulièrement et organisé les restes. Et puis, j'ai entendu le son. Un grondement bas, guttural, qui ne ressemblait à aucun animal que je connaissais. Il partait de plus profond dans la forêt, se déplaçant entre les arbres. J'ai vu du mouvement entre les arbres, quelque chose de grand qui se déplaçait. Pendant un moment, ma lampe captait 2 points brillants, jaunes, me regardant depuis l'obscurité.
à la hauteur où seraient les yeux de quelque chose de très grand. Je n'ai pas attendu d'en voir plus. Je suis retourné en courant à la voiture de patrouille. J'ai dit à Céline que je l'emmènerais à Chazelles et qu'on enverrait une dépanneuse pour sa voiture le matin. Elle n'a pas protesté. Elle était pressée de partir de là. Quand nous sommes arrivés au village, j'ai appelé la gendarmerie départementale et je leur ai signalé ce que j'avais vu. Ils ont envoyé une patrouille dans la zone le lendemain. Ils n'ont trouvé aucune chose, sauf les os que j'avais vus, qu'ils ont déterminés être d'animaux sauvages chassés par des loups ou des chiens égarés. Mais les loups ne disposent pas les os dans des motifs géométriques, et les yeux des loups brillent vert ou bleu dans l'obscurité, pas jaune. Pour clore ces histoires inquiétantes, je veux partager le dernier appel troublant que j'ai reçu avant de prendre ma retraite. C'était en mars 2020, juste au début de la pandémie, quand tout le monde était en confinement. J'étais de garde de nuit au commissariat, presque seul parce que le personnel était réduit. J'ai reçu un appel d'urgence d'un numéro de téléphone fixe, une voix d'adolescent paniqué. « S'il vous plaît, aidez-nous, mes parents ne bougent plus. »« Où es-tu, mon grand ?» j'ai demandé, mon cœur déjà s'accélérant. Les appels d'adolescents seuls sont toujours difficiles. Il a donné une adresse dans le quartier de la Croix-Rousse. J'ai immédiatement envoyé une ambulance et je suis allé moi-même en voiture de patrouille. Quand je suis arrivé, l'ambulance était déjà là. Les paramédics étaient entrés dans l'appartement. Ils m'ont dit que les 2 parents étaient morts, probablement depuis des heures. Intoxication au monoxyde de carbone due à un chauffage défectueux. Mais il n'y avait aucun adolescent dans l'appartement. Nous avons cherché partout. L'appartement avait 3 chambres, mais la 3e était vide. Pas même un lit, pas de vêtements d'adolescents, rien. J'ai interrogé les voisins. Ils m'ont dit que le couple vivait seul, pas d'enfants. Ils n'avaient jamais eu d'enfants. J'ai vérifié le numéro duquel l'appel avait été fait. C'était le téléphone fixe de l'appartement. L'appartement où seuls les 2 parents morts étaient. Personne d'autre. Qui avait appelé alors? Qui avait paniqué avec la voix d'un adolescent? C'était mon dernier appel en tant que policier. J'ai déposé ma demande de retraite anticipée la semaine suivante. Après 26 ans dans la police, j'en avais assez. Il y a des choses dans ce métier qu'on ne vous enseigne jamais à l'école de police. Des choses qu'aucune formation ne peut vous préparer à affronter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour me dire quelle histoire vous a le plus marqué. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime ces récits de terreur réelle, partagez la vidéo. À bientôt dans le prochain volume.